encore complètement maîtrisé. Je démarre. Le peuple palestinien a un long passé de combat et d'engagement dont un exemple est donné par ce qui reste dans les mémoires sous le nom de la Grande Révolte arabe. Le territoire est sous domination de l'impérialisme britannique depuis la Première Guerre mondiale qui est prêt à tout pour garder le contrôle du territoire. La population se révolte contre la puissance coloniale et la politique de colonisation des organisations sionistes qu'elle a favorisées. Au sentiment national bafoué par l'occupation britannique s'ajoute la condition misérable de la paysannerie, l'exploitation coloniale et l'explosion du chômage suite à la crise de l'économie mondiale. Le soulèvement commence par une grève générale explosive en avril 1936, qui dure 8 mois avant que les classes dirigeantes arabes y mettent fin. Mais le mouvement reprend sous la forme d'une insurrection armée paysanne. C'est une démonstration de force des opprimés. Malgré la répression qui déploie un arsenal militaire très important, la lutte armée perdure jusqu'en 1939. La supériorité militaire des Britanniques ne suffit pas à expliquer l'écrasement de cette révolte sociale. Sa politique impérialiste consistant à créer un conflit entre deux peuples pour s'assurer la mainmise d'une région en tant que pseudo-arbitre a produit ses effets. Cette grande révolte demeure dans les mémoires populaires arabes comme le symbole de l'unité de tous les Arabes contre l'impérialisme britannique et son auxiliaire, le sionisme. Nous verrons que cette unité n'est que façade. Les classes dirigeantes qui se sont retrouvées à la tête en ont eu peur et ont pesé pour qu'elle s'arrête, ce qui a affaibli considérablement la mobilisation populaire. De son côté, le mouvement sioniste a su embrigader une partie des masses juives, fuyant la barbarie antisémite de l'Europe et nouvellement installée en Palestine, pour en faire des supplétifs de l'impérialisme et réprimer la révolte arabe. Cette grande révolte, où les masses n'ont pas combattu derrière leur propre direction, est une terrible occasion manquée de s'adresser au peuple de la région, y compris les travailleurs juifs, pour devenir une force capable de renverser l'impérialisme. Pour comprendre les frustrations nationales et les rancœurs accumulées qui se mélangent à la misère quotidienne de la population arabe, qui explose en 1936, il faut revenir à la politique des impérialistes pendant la Première Guerre mondiale. Avant 1914, la Palestine fait partie de l'Empire ottoman, qui englobe l'essentiel du Moyen-Orient. Des Arabes juifs, chrétiens et principalement musulmans y côtoient des Druzes et bien d'autres confessions. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, mais aussi la France, veulent asseoir leur domination au Moyen-Orient. La Palestine occupe une place stratégique pour protéger la route du canal de Suez et comme porte d'entrée au Moyen-Orient. L'Empire britannique cherche à y organiser sa domination par l'occupation militaire, mais aussi en cherchant des relais sur place. Elle en a trouvé deux, les représentants des classes dirigeantes arabes et les dirigeants sionistes. Dès la Première Guerre mondiale, elle joue sur les deux tableaux. La Grande-Bretagne encourage la révolte arabe contre l'Empire ottoman, dirigée par le shérif Hussein de la Mecque, un représentant de la puissante famille des Hachémites, en lui promettant son soutien à la constitution d'un grand royaume arabe comprenant la Palestine. Elle promet aussi la création d'un foyer national juif en Palestine aux représentants du mouvement sioniste, pour lequel elle n'avait jusque-là pas beaucoup de sympathie, lors de la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Sir Ronald Storr, c'est lui, gouverneur britannique de Jérusalem de 1917 à 1920, parle d'installer un petit Ulster juif loyal dans une mer d'hostilité arabe potentielle. L'Ulster étant la région en Irlande où vit une minorité loyale à la couronne britannique au milieu d'une population majoritairement hostile. En 1922, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, confie au Royaume-Uni le mandat de conduire ces peuples à l'indépendance. Mais les Britanniques ont créé une situation avec le conflit entre Juifs et Arabes qui leur permet de justifier leur présence en tant qu'arbitre. C'est une méthode qu'ils avaient déjà bien rodée dans d'autres colonies. La Palestine, séparée de la Syrie et l'Irak, sont placées sous mandat britannique, en rouge. Mandat, c'est le nom hypocrite pour désigner l'occupation militaire et administrative du territoire.
Le Liban et la Syrie, en bleu, sont placés sous mandat français, morcelant ainsi la région en petits États, plus faciles à dominer qu'un grand État qui pourrait se faire le porte-parole des aspirations nationales arabes. Pour apaiser le sentiment de trahison des dirigeants arabes, la Grande-Bretagne installe Faisal, un des fils d'Hussein, sur le trône du royaume irakien et son frère Abdallah devient émir de la future Transjordanie. Dans les années 1930, la Palestine est une société essentiellement rurale. Sur ses 27 000 km² en 1936, 3 villes seulement dépassent 100 000 habitants. Tel Aviv, quartier juif devenu la capitale du sionisme, Jérusalem et Haïfa. Les classes dirigeantes comptent des grandes familles possédant la terre. 250 propriétaires possèdent l'équivalent de ce que possède toute la paysannerie arabe. Une bourgeoisie commerçante s'est développée autour des villes littorales dans les plantations d'agrumes et le commerce des denrées alimentaires pour l'exportation. Comme la famille Nashashibi, qu'on voit sur la photo, grande propriétaire terrienne qui exporte du blé dans le monde arabe. Ces riches familles vivent sur le dos des paysans, accablés par les dettes à des taux usuriers. La moitié n'a pas une parcelle suffisante pour subvenir aux besoins de leur famille et le tiers ne possède pas de terre du tout. Cette couche sociale, déjà puissante sous l'administration ottomane, fournit des relais à l'impérialisme pour administrer le mandat. Les Britanniques créent la fonction de grand moufti de Jérusalem pour y placer un représentant d'une des familles les plus prestigieuses arabes, Haj Amin al-Husseini, qui bénéficie donc de la gestion des biens musulmans du Waqf, ce qui constitue une ressource financière importante. En même temps, alors que les Britanniques reconnaissent des institutions juives, qui prennent peu à peu la forme d'un embryon d'appareil d'État, les Arabes n'obtiennent pas l'équivalent. Encore une façon de se positionner en pseudo-arbitre en jouant les uns contre les autres. Du côté de la population, la colonisation accroît la misère de la paysannerie par le biais des impôts. Les paysans ruinés n'ont d'autre choix que de chercher du travail à Haïfa ou Jaffa, dans l'industrie développée par l'impérialisme, les ports, les docks et les chemins de fer, où les salaires sont très bas. Le mouvement national arabe se développe très tôt au sein d'associations islamo-chrétiennes. Contre les frontières artificielles des mandats, il revendique le rattachement de la Palestine à la Syrie et s'oppose à la déclaration Balfour qui ne reconnaît les Arabes que comme, je cite, des communautés non juives de Palestine. Dans les années 1930, les classes dirigeantes arabes s'organisent en partis nationalistes. Par exemple, Hassan Sidki al-Taghani, appartenant à l'une des plus riches familles de Jérusalem, est secrétaire du Parti de la Défense nationale. Il a fait ses études à Cambridge et parle l'arabe, l'anglais et le turc. Il publie un journal en anglais, la Jérusalem Gazette. Cette classe dirigeante, occidentalisée, est plus proche des dirigeants britanniques que des masses arabes qu'elle exploite. Et elle craint la portée sociale d'une révolte. C'est dans ce contexte que se développe l'immigration juive organisée par les groupes sionistes. Dès son origine, le sionisme est un projet colonial. Apparu à la fin du XIXe siècle, en réaction à l'antisémitisme européen, ce courant politique promeut la création d'un État juif en Palestine comme une partie du rempart de l'Europe contre l'Asie, une avant-garde de la civilisation face à la barbarie. Ce n'est qu'à partir des années 1930, à cause des persécutions antisémites en Europe et faute de pouvoir obtenir des visas pour les États-Unis ou l'Europe de l'Ouest, que l'immigration juive augmente en Palestine. En 1936, la population juive représente 30% des 1,3 million de Palestiniens, contre 10% au début du mandat. L'organisation sioniste mondiale a créé un fonds national juif qui collecte de l'argent auprès des juifs du monde entier pour acheter des terres en Palestine avec la complicité du mandat britannique. Ces terres sont souvent achetées à des propriétaires absents qui vivent à Beyrouth ou en Syrie, mais aussi dans les villes palestiniennes. L'éminente dynastie Tukan, originaire de Naplouse, la famille levantine Khoury, installée à Acre, réalise de juteux profits grâce aux ventes de vastes domaines agricoles. En revanche, des milliers de familles de paysans sont expulsées de leurs terres. La majorité des organisations sionistes, nées en Europe de l'Est, où existait un important mouvement ouvrier, se réclament du socialisme. En Palestine, elles veulent créer une société juive
séparés de la société arabe, mais avec un langage socialisant sur la nécessité de créer une classe ouvrière juive organisée dans un grand syndicat. C'est un socialisme pour les juifs, excluant les arabes. Le syndicat sioniste, la Histadrout, Confédération générale des travailleurs juifs d'Eretz Israël, mène des campagnes de boycott contre les produits arabes. Sur les marchés juifs, les paysans arabes qui vendent leurs produits sont chassés. La Histadrout organise des piquets contre l'emploi de travailleurs arabes dans les plantations et les entreprises juives. Conséquence logique de la politique sioniste, les immigrants juifs sont considérés comme des envahisseurs par la population arabe et cristallisent la peur d'être dépossédés de ces terres. Parmi ces immigrés juifs, il y a eu des militants qui ont cherché à s'opposer au sionisme. Originaires de Russie ou d'Europe de l'Est, où le mouvement ouvrier socialiste était influent, ils fondent le Parti communiste palestinien en 1920. Mais ils sont en but à la répression des autorités britanniques, l'hostilité des sionistes. Quant aux ouvriers arabes qui les rejoignent, ils sont pourchassés par les dirigeants nationalistes. Conséquence de la dégénérescence stalinienne de l'URSS, la politique que l'internationale communiste fait mener au Parti communiste palestinien durant la grande révolte de 1936 est aux antipodes de l'internationalisme qui aurait été nécessaire pour surmonter les obstacles auxquels la population arabe et juive a à faire face. Alors, une politique cherchant à unir les travailleurs juifs et arabes dans une lutte commune, à la fois contre l'impérialisme britannique, contre les classes dirigeantes arabes et les dirigeants sionistes, était-elle possible? En tout cas, les ouvriers arabes et juifs se côtoient dans les ateliers et mènent des mouvements de grève communs. Un ouvrier communiste arabe, Boulouz Farah, relate l'atmosphère des ateliers ferroviaires à Haïfa. Je le cite. La majorité des travailleurs juifs venaient d'Europe orientale, surtout de Pologne, et tentaient d'apprendre l'arabe auprès de leurs collègues arabes. La langue commune entre eux était l'arabe. Il y avait aussi un certain nombre de travailleurs européens, dont certains avaient participé à des mouvements ouvriers ou socialistes. De violentes discussions avaient lieu. La question clé était leur attitude envers le mouvement sioniste. L'impérialisme britannique, le mouvement national arabe, la révolution communiste en Russie soviétique. Les travailleurs juifs considéraient leurs collègues arabes avec un respect considérable, car ils comprenaient que les travailleurs arabes possédaient beaucoup de compétences professionnelles, même s'ils n'étaient pas au niveau des travailleurs juifs en termes de culture. Dans les années 30, la situation économique se dégrade, entraînant des grèves et des manifestations dans les villes portuaires, où se sont développés de nouveaux secteurs industriels. Dans les chemins de fer gouvernementaux, qui comptent 4000 travailleurs en 1936, les salaires misérables et les conditions de travail si dures obligent les travailleurs arabes et juifs à s'unir pour défendre leurs intérêts, exerçant ainsi une pression à l'unité sur leurs organisations syndicales respectives. En février-mars 1935, à l'Iraq Petroleum Company, à l'annonce de licenciements et de baisse salariale, une grève de 600 travailleurs partis de la base éclate. Elle revendique la semaine de 6 jours, la journée de 8 heures et un salaire minimum. Leur combativité entraîne une vague de conflits sociaux au printemps 1935. Les cheminots et les bateliers du port de Haïfa forcent l'Histadrout et le syndicat des travailleurs arabes à coopérer. Le 1er mai 1935, des centaines de cheminots arabes défilent à côté de leurs camarades juifs. Mais, débordés par leur base, les deux directions syndicales en précipitent la fin. Au cours des manifestations ouvrières de juin 1935 à Jaffa, un militant résume ainsi l'état d'exaspération. « Il va bientôt falloir que vous nous donniez soit du pain, soit des balles. » Dans ce contexte explosif, où la politique anglaise du diviser pour régner a creusé un fossé entre les populations juives et arabes, la grande révolte de 1936 n'allait pas prendre le chemin de la dynamique des grèves de 1935. Des membres d'un groupe de guérilla qui veut déclencher une révolte armée contre les Britanniques et les sionistes attaquent des voitures et des bus près de Naplouse, tuant 2 passagers juifs le 15 avril 1936. 2 jours plus tard, un groupe paramilitaire juif de droite riposte en tuant 2 Arabes.
Ces incidents provoquent rapidement des manifestations dans tout le pays. Le 20 avril, Jaffa est en grève et des manifestations ont lieu dans une grande effervescence. Un comité dit national, représentant les différents secteurs de la ville, lance un appel à la grève générale à toute la population. Les autorités mettent en place un couvre-feu à Jaffa et Tel Aviv. À Naplouse, des manifestations réclament l'indépendance et la chute du colonialisme britannique. Des affrontements ont lieu avec les forces de l'ordre. Un comité national se constitue et lance un appel à constituer des comités nationaux et à poursuivre la grève à toutes les villes de Palestine. Selon l'appel, la lutte doit autant s'orienter contre les Anglais que contre les sionistes. Le soir, un grand rassemblement de jeunes à Jérusalem proclame la grève générale. Elle est aussi proclamée dans les villes de Jénine et Hébron, puis le lendemain, Gaza, Saint-Jean d'Acre, Al-Magdal. Le comité national de la ville de Haïfa lance l'appel à la grève à partir du 22 avril, rejoint par Lod et Nazareth. En une semaine, toutes les villes palestiniennes se trouvent en grève et forment leurs comités nationaux, qui revendiquent l'octroi de l'indépendance, la fin de l'immigration juive et du transfert des terres. Sous la pression populaire, les notables arabes se rallient à la grève générale et créent une structure nationale, le Haut Comité arabe, HCA, dirigé par le grand moufti de Jérusalem, où sont représentées les grandes familles des classes dirigeantes arabes. Les enfants, vieux, paysans, ouvriers, professions libérales prennent leur part dans l'organisation de la grève. Les femmes manifestent et s'organisent. Les comités nationaux se répandent dans tout le pays, se coordonnent et se fédèrent dans un congrès. La jeunesse urbaine prend en charge le ravitaillement des populations urbaines, le paiement des grévistes par collecte de fonds auprès des riches familles arabes et des fonctionnaires qui ne font pas grève. Des bombes sont lancées sur les postes de police à Jaffa. En mai, une vague d'attentats à la bombe touche toutes les villes palestiniennes. Des barricades se forment à Naplouse à l'arrivée de l'armée britannique. Les Britanniques détruisent les maisons des grévistes. Des blindés sont envoyés à Gaza pour dégager les rues et détruire les barricades. Les Britanniques lancent des opérations militaires par avion, mais la répression ne fait qu'attiser la révolte. Le mouvement s'étend aux campagnes. Les paysans forment des groupes armés qui attaquent les cultures juives d'arbres, fruitiers, démantèlent les voies de chemin de fer et détruisent les réseaux téléphoniques. La révolte suscite un soutien populaire dans le Moyen-Orient. Des manifestations et des grèves sont organisées au Caire, à Damas, Bagdad, Beyrouth. Des collectes d'argent sont organisées et des combattants rejoignent la lutte armée en Palestine. Le plus connu, Fawzi al-Kawikji, est un ancien officier ottoman décoré durant la Première Guerre mondiale, passé par l'école d'officiers de Saint-Cyr, en France, avant de rejoindre la révolte syrienne de 1925-27 contre les Français. À l'été 1936, il organise des centaines de volontaires syriens, irakiens, druzes, dans le nord de la Palestine et forme des troupes qui gagnent des batailles rangées contre les Britanniques. À son image, un certain nombre de dirigeants de cette révolte sont des cadres issus des classes dirigeantes de la région. Autant l'engagement des ouvriers et des paysans dans le soulèvement est profond et déterminé, autant les classes dirigeantes arabes qui se retrouvent à la tête du mouvement le freinent. Durant toute la grève, le Haut Comité arabe oscille entre discussions avec les autorités et tentatives d'organisation du mouvement. S'il joue un rôle, ce n'est pas celui de direction d'un mouvement, mais d'interlocuteur entre les grévistes et la puissance mandataire, qui cherche d'ailleurs à les ménager pour ne pas voir émerger une direction plus radicale. Le haut commissaire du mandat, Worshop, vante d'ailleurs auprès de Londres les prêches très mesurées du grand moufti pour une période de grève générale. Le HCA oriente la révolte sur le terrain de l'immigration juive et du boycott des commerces juifs, moins menaçant socialement pour ses intérêts matériels. Suivant la politique de la carotte et du bâton, les Britanniques ne proposent rien d'autre qu'une énième commission, dite royale, cette fois, à condition que la grève s'arrête, tout en menaçant de transférer le pouvoir à l'armée. Pour ne pas se discréditer complètement,
le HCA a recours à l'intermédiaire des rois arabes et de l'émir Abdallah de Transjordanie pour mettre fin à la grève. Plus que la menace de la loi martiale brandie par les Anglais, le HCA fait ce choix sous la pression des classes possédantes arabes, dont l'économie est paralysée par la grève et ne veut pas perdre la récolte d'agrumes qui approche. Sans aucune concession des Britanniques, mais à l'appel des rois arabes, le HCA réunit les comités nationaux pour leur faire entériner la fin de la grève le 12 octobre 1936. Donc ensuite, il y a la commission royale ou la commission Peel. Le bilan de la commission royale est produit en juillet 1937. Il est dans la continuité de la politique impérialiste britannique, consistant à se poser en arbitre. Est envisagée pour la première fois la partition de la Palestine entre un État arabe et un État juif, avec un transfert de population de 225 000 Arabes et 1250 Juifs, ce qu'on appellerait aujourd'hui un nettoyage ethnique. Parmi les dirigeants arabes, certains envisagent la partition, car ils se voient déjà à la tête d'un État arabe. Les Britanniques parviennent donc à mettre une partie des notables arabes de leur côté. Mais ceux-ci doivent vite abandonner leur soutien au projet devant le sentiment de rejet unanime dans la population. Du côté des sionistes, ils décident de jouer le jeu en se disant que c'est une première étape. La révolte arabe reprend avec l'assassinat le 26 septembre 1937 d'un officier britannique, particulièrement haï pour sa répression brutale et sanguinaire de la révolte. Bien que le HCA condamne l'attentat, ses dirigeants sont arrêtés et placés dans des camps ou déportés aux Seychelles. Les comités nationaux sont réprimés, les militants nationalistes, ouvriers, syndicaux, arrêtés. La répression monte d'un cran. Même les notables, collaborateurs privilégiés des Britanniques, n'échappent pas aux vagues d'arrestation. Le Moufti, ayant pu fuir à Damas, incarne à partir de ce moment la direction du mouvement national palestinien. Mais la situation est hors de son contrôle. Cette étape de la révolte est dirigée presque entièrement contre les Britanniques, plutôt que contre les sionistes. Les paysans pauvres sont à la tête de la révolte. La révolte a un caractère social. Elle met en place un moratoire sur les loyers et les dettes. De nombreux notables soupçonnés de collaborer avec les Britanniques sont enlevés, sanctionnés, voire exécutés. Les bandes armées s'organisent et mettent en difficulté l'armée britannique qui ne trouve aucun appui parmi les chefs de village arabes, car toute la population rurale sympathise avec les milices rebelles. Le kéfier, coiffe paysanne, s'impose dans les villes en solidarité avec les paysans révoltés. Entre mai et l'été 1938, les rebelles mettent en place des tribunaux qui font autorité sur une vaste partie du territoire. Ils prennent en charge les affaires locales, les questions de pâturage, les querelles entre villages et matrimoniales. En somme, un État concurrent à l'État colonial. Isaac Darwaza, militant nationaliste qui participe à la révolte, raconte dans ses mémoires l'histoire d'une citoyenne britannique qui saisit le tribunal de Haïfa pour lui demander d'accélérer le traitement de sa plainte concernant le vol de ses bijoux. Le juge lui répond que cela prendrait beaucoup de temps et lui dit d'un ton moqueur qu'elle pouvait s'adresser au tribunal d'Abu Dura, commandant de la révolte dans la région. La femme prend cette suggestion au sérieux, se rend au quartier général mentionné. Une semaine plus tard, la femme est convoquée au quartier général où elle reçoit ses bijoux. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre. Mais du point de vue des hauts fonctionnaires du mandat, eux-mêmes reconnaissent que les révoltés contrôlent la plus grande partie du pays. Cette révolte, qui a la solidarité du monde arabe, pourrait embraser le Moyen-Orient. D'autant que les grandes grèves de Syrie, en Égypte, l'instabilité en Irak, témoignent d'une contestation de l'impérialisme à l'échelle de la région. Quant en Europe, les travailleurs français et espagnols, comme on vient de le voir, se révoltent. Face à cette insurrection, les Britanniques instaurent la loi martiale, les punitions collectives, les déportations, les arrestations, les condamnations.
Elle met en place 14 camps d'internement, les exécutions, les démolitions de maisons, de villages entiers. La vieille ville de Jaffa est rasée. Parmi les méthodes terroristes utilisées contre la population, l'armée britannique utilise des otages arabes raflés au hasard qu'elle place à l'avant de ses convois pour contrecarrer les attaques à la bombe. La Grande-Bretagne envoie davantage de troupes en Palestine que dans le sous-continent indien, jusqu'à 30 000 soldats, et il y en aura 100 000 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans un contexte marqué par la conquête de l'Éthiopie par l'Italie de Mussolini et par ses ambitions territoriales jusqu'à la mer Rouge, l'importance stratégique de la Palestine s'accroît. L'impérialisme britannique entend faire du port d'Haïfa, terminus des routes terrestres et aériennes vers les Indes et débouché du nouvel oléoduc de l'Iraq Petroleum Company, qui est fini de construire en 1934, le pivot de son dispositif militaire en Méditerranée orientale. Mais cette stratégie suppose d'assurer une présence durable en Palestine, alors même que Londres souhaite rapatrier une partie de ses troupes en Europe. Dans ce contexte, la Grande-Bretagne décide d'utiliser les forces armées sionistes. Elle charge Charles Ordwingate, officier des renseignements, de transformer l'organisation de défense de l'Histadrout, la Haganah, en auxiliaire des troupes britanniques, les Special Night Squads. Envoyés à Haïfa à l'automne 1937, ils assurent la protection de l'oléoduc contre les attaques de rebelles palestiniens, ce qui implique des opérations de représailles, de terrorisme et de massacres contre les populations locales. Moshe Dayan, futur général de l'armée israélienne, en devient un expert. Ces forces militaires représentent 5% de la population juive en Palestine en 1939, soit 21 000 hommes. Sur le plan économique, l'Histadrout a profité de la grève pour faire embaucher des travailleurs juifs dans les secteurs en grève et développer leur économie séparée. Au final, les contacts sociaux entre juifs et arabes se sont réduits et les divisions renforcées. Les dirigeants nationalistes arabes ne pouvaient pas constituer une direction à la révolte des masses pauvres, capable de briser leur oppression. Comme les dirigeants des États arabes de la région, ils sont trop liés par leurs propriétés foncières et leurs capitaux à l'ordre impérialiste. Cherchant à utiliser la révolte comme un moyen de pression sur les Britanniques pour négocier leur participation à la direction du pays, tout en redoutant d'y laisser leurs propriétés et leur statut social, ils lui ont coupé les ailes. La grande absente de cette révolte, c'est une politique révolutionnaire pour les paysans et les ouvriers, une boussole qui donne une solution à leur oppression et leur aspiration nationale. La paysannerie pauvre a mis toute son énergie dans la guerre contre l'impérialisme, mais elle n'a trouvé comme direction que les représentants des propriétaires qui l'affamaient. Pour vivre du travail de la terre, sans être écrasés par les usuriers et jouir de droits nationaux et démocratiques, comme elle le souhaitait, il eût au moins fallu que la classe ouvrière porte une politique résolue et déterminée contre l'impérialisme. La grande révolte de Palestine est frappante par la puissance et la durée du mouvement social. Le courage, la détermination, la ténacité des paysans pauvres face à la répression massive des Britanniques et des bandes sionistes est spectaculaire. Au total, 10% de la population est exilée, blessée ou tuée. La fraction de la Palestine la plus formée culturellement et politiquement a été anéantie par la répression coloniale. Les organisations sionistes n'auraient pas pu gagner la guerre de 1948 contre la population arabe sans la répression massive de l'impérialisme britannique de la Grande Révolte. La responsabilité dans l'oppression des Palestiniens, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, revient en premier lieu à l'impérialisme. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni craint le ralliement des pays arabes à l'Allemagne. Malgré les services que lui avait rendus le mouvement sioniste durant la révolte, il change de politique pour conserver un certain soutien parmi les classes dirigeantes arabes et contingente l'immigration juive, alors que des millions de juifs sont livrés à la mort en Europe. Alors, cette période de soulèvement pouvait-elle voir converger une lutte commune des juifs et des arabes contre la présence coloniale britannique ? En tout cas, les politiques qui mènent les organisations sionistes et ceux qui se retrouvent à la tête de la révolte arabe ne le permettent pas.
Cette période a marqué au contraire une étape dans l'évolution qui conduit les deux peuples à s'affronter l'un contre l'autre. Une étape qui ne ferme pas les perspectives de la classe ouvrière palestinienne. Dans les années qui suivent, la Deuxième Guerre mondiale transforme la classe ouvrière arabe et juive et ses relations. Et des grèves communes importantes éclatent en 1946 dans les raffineries et les camps militaires. Voilà.